L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique, vous êtes sur Radio Sensation. Ce soir je reçois Anne Terlez, adjointe au maire de Louviers, en charge de la politique de la ville, vice-présidente de la communauté d'agglo Seine-Eure et membre du bureau exécutif du MoDem. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Anne Terlez, bonsoir. Bonsoir Dominique, merci de m'accueillir. Terlez ou Terlé ? Alors ça c'est selon, dans la famille on dit Terlez, mais en réalité on devrait dire Terlé puisque c'est un nom du Nord. Vous avez raison. Terlé. Vous avez 44 ans ? Oui. Vous êtes maman de 6 enfants, vous avez fait des études d'ergothérapie à l'UPEC, exercé votre profession au sein de la maison départementale des personnes handicapées du département de l'Eure. Vous êtes également président de la LEC 27, on rappelle que c'est l'agence locale de l'énergie et du climat de l'Eure. Et votre engagement politique est assez récent puisqu'il date de 1999. On dresse votre portrait tout de suite. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. J'ai oublié une ligne sur le post-it de présentation où tout est dit. C'est bon. Parfait. C'est bon. On rentre dans le vif du sujet pour parler de politique nationale. On vous colle l'étiquette de figure montante du centre droit, notamment dans le département de l'Eure, au parcours plutôt sage, mais sérieux. Est-ce que c'est une image qui vous convient ? Enfin, depuis le temps que vous montez, là, vous êtes arrivé à... Oui, c'est ça. Ce qui ne me convient pas, c'est centre droit, parce que moi, je me vis comme étant une personnalité vraiment centriste. Ouais. Donc, s'il y a une place au centre, elle est pour moi. Donc, non, je me sens pas au centre droit, je me sens au centre vraiment. Montante, ça, c'est pas à moi d'en juger. Je me suis engagée en politique avec la volonté de construire un monde plus juste et plus fraternel. Et, 99 en 99, absolument. Pourquoi la date ? C'est quoi ? Alors c'est tout simplement que c'est l'année de naissance de ma deuxième fille, que à l'occasion de cette naissance j'ai pris un congé parental et que comme je voulais pas rester entre mes quatre murs avec mes deux enfants, j'ai négocié le congé parental contre mon engagement en politique. Tiens, si je faisais un peu de politique, très bien. Au niveau gouvernemental justement du gouvernement Macron, vous avez une représentante qui est Jacqueline Gourault. Oui, et une deuxième qui est Geneviève Darrieussecq. Ouais. Ils sont un peu discrètes au niveau de leur présence médiatique au gouvernement. Est-ce que c'est la marque MoDem, discrétion, efficacité, c'est ça ? Je pense qu'on peut dire ça en partie. Jacqueline Gourault est donc aux collectivités locales, Geneviève Darrieussecq à la Défense. C'est effectivement deux personnalités qui sont très efficaces. Elles l'ont été au point de vue de leurs mandats locaux et elles le sont aujourd'hui dans le gouvernement. J'ai envie presque de dire que c'est aussi une marque de fabrique des femmes. D'accord. Voilà, nous on n'est pas... Des femmes du MoDem ? Des femmes tout court, dirais-je. D'accord. Vous avez déclaré avoir été fier d'avoir été nommé récemment par François Bayrou au bureau exécutif du MoDem, en rajoutant avoir l'espoir d'être utile. C'était pas certain ? Ah si, mais quand on est nommé au bureau exécutif du MoDem alors qu'on est simplement, entre guillemets, maire adjoint d'une ville de 20 000 habitants, un petit peu moins de 20 000, et d'une agglomération de 70 000, c'est une vraie marque de confiance de la part d'un homme qui a une stature nationale, qui a un parcours qui, à mon sens, est exemplaire. Évidemment, c'est un homme que j'admire beaucoup. Et donc, on se sent très fier, et aussi toute petite, parce qu'au milieu de l'ensemble des membres du bureau exécutif, il y a quand même des ministres, des députés, des gens qui ont un parcours politique et une expérience qui est bien plus aguerrie que la mienne. Alors le bureau exécutif, c'est vraiment le bureau qui accompagne et qui définit la stratégie du parti. Donc on se réunit une fois tous les 15 jours autour de François Bayrou. Voilà, donc on participe à la réflexion et à l'action aussi, puisqu'il s'agit, un des enjeux du MoDem est évidemment de continuer le maillage de territoire. On discute, on prépare les européennes, tout ça. Voilà, bref. Positionnement stratégique au regard de l'actualité et autres. Le MoDem dans le département de l'Eure, donc c'est discrétion et action. Certains élus sont plus visibles que d'autres, notamment on pense à Driss Setazaoui sur Évreux, ou vous-même, qui incarnez donc, ce qu'on appelle la jeunesse mature au niveau de la politique. Les cadres semblent un peu vieillissants au niveau national. Certains sont un peu désabusés. À force de se retrouver coincés entre l'UDI et les Républicains, qu'est-ce qui vous sépare véritablement actuellement du mouvement En Marche ? C'est quoi la différence ? Alors, la différence, pourquoi ne pas y avoir été déjà ? Ah mais parce que moi vous cherchez ?
Oui, on est venu me chercher. Oui, on est venu me chercher. Parce que le mouvement En Marche n'est pas le MoDem. Le MoDem, c'est un parti qui est beaucoup plus ancien. C'est un parti, d'abord, c'est vrai. C'est le mouvement démocrate. C'est donc un parti qui a une expérience, qui a déjà du vécu, qui sait ce qu'est le combat politique, qui a un socle de valeurs très fort, très affirmé. Et donc, voilà, moi, je reste fidèle à ma famille politique. J'estime pas qu'on est coincé entre les Républicains et l'UDI. On n'a pas toujours rencontré l'enthousiasme des électeurs, mais le socle de valeurs, les fondamentaux de notre parti, ils ont toujours été là, ils le sont, et moi je sais pourquoi j'y habite dans cette maison. D'accord. Certains élus peuvent avoir la double nationalité. MoDem En Marche. Alors, en fait, En Marche n'est pas un parti constitué, d'un point de vue juridique, c'est un mouvement. Donc, du coup, à ma connaissance, il n'y en a pas. Par contre, vous savez qu'il y a une très grande proximité du fait de nos collaborations, de cette alliance qui est passée entre François Bayrou et le président de la République. Et donc, on participe à certains événements, des rencontres, etc. Mais ça n'est pas un problème en tant que tel. Mais je pense que si on est au MoDem, on est quand même plutôt au MoDem, même si on est proche d'En Marche. Donc le parti Marche-Dem n'existe pas, quoi. Non, le parti Marche-Dem n'existe pas. D'accord. Comment on se positionne pour votre parti, et même à titre personnel, pour 2020 ou 2021 ? je pense... Quelles alliances, etc. D'accord. On sait que ça va être assez important, qu'il y a des mairies à conquérir ou à reconquérir. Absolument. Donc, pour les prochaines élections européennes, il est annoncé, et je pense que ça va se faire, une liste commune entre le MoDem et En Marche. Oui. Pour 2020, il va y avoir des négociations, évidemment, qui vont se faire au plus haut niveau. Les villes de plus de 20 000 habitants, globalement, seront soumises à une investiture nationale. Donc, je pense qu'on va regarder d'abord, évidemment, le projet. On va regarder les élus qui sont en place. On regardera quel est le travail. On fera le bilan et on verra si nous partons, si nous négocions des têtes de liste, si nous arrivons à un accord, s'il y a parfois des majorités avec différentes composantes et qui fonctionnent bien. Donc il n'y a pas de raison non plus d'aller à l'encontre de ça. Le maître mot, c'est quand même à enjeux locaux, réponses locales. Donc voilà, c'est ça qu'on regardera. Vous allez rester fidèle à François-Xavier Priolo ? Alors oui, bien sûr, oui. Il n'y a pas une feuille de... On fera l'interview dans 2 ans, mais... Ah ben vous pourrez. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre François-Xavier Priolo et moi. Donc, pas d'engagement personnel pour 2020 ? Alors, mais tout dépendra... Ça fuite un peu sur les réseaux sociaux actuellement ? Tout dépend... Mais par rapport à moi, ou tout dépendra en fait de la décision de François-Xavier Priolo. S'il est maire sortant, donc s'il décide de se représenter, je l'accompagnerai et je serai là à ses côtés. S'il ne décide pas de se représenter, je pense que je prendrai le flambeau. Ça serait naturel. Ok. Face à la montée des inégalités, on parle d'un sujet national, des responsables d'associations et de syndicats appellent l'État à renforcer ce qu'on appelle les solidarités à l'égard des plus démunis. Vous faites partie des élus qui pensent qu'une protection sociale solidaire est possible. Alors comment, avec qui, avec quel levier, notamment financier ? Comment ça peut marcher, ça ? Alors ça, c'est une question très grave, c'est un sujet auquel je suis très attachée. C'est une des raisons, un des fondements d'ailleurs de mon engagement en politique, cette option préférentielle pour les plus démunis. La question, c'est évidemment aujourd'hui, alors le coût de la protection sociale. Moi, je pense que ce coût n'est pas si important que ça. Il est important, hein. Je veux dire, voilà, les prestations sociales, ça pèse. Quand on regarde ce que ça pèse sur un budget départemental, c'est très fort. Mais il est nécessaire. C'est un véritable amortisseur social aujourd'hui. On voit bien que dans la crise de 2008, la France a finalement été moins touchée socialement, hein, si on regarde au global, que les autres pays européens et outre-Atlantique qui ne bénéficient pas de cette protection sociale qui a été envisagée, définie, qui est un vrai projet de société qui date de juste après-guerre. Alors après les ressources, bien sûr c'est compliqué. Je pense qu'on peut les trouver. Là, l'État n'est pas dans cette démarche-là pour l'instant. Mais en fait, on a fait toute une polémique sur la phrase du président de la République qui a dit que effectivement, ça représentait beaucoup de pognon et que pour autant, voilà. Ce qu'il faut repenser, c'est effectivement l'efficacité de l'utilisation de cet argent. C'est pas faux de dire qu'il faut quand même qu'on regarde quelle est l'efficacité de nos politiques publiques. Moi, je crois pas qu'il faut y consacrer moins d'argent. Je crois qu'il faut mieux l'employer. Je crois qu'il faut aussi qu'on
qu'on change parfois nos pratiques. On est dans des pratiques, y compris dans nos autres communaux d'action sociale, qui sont souvent qui n'accompagnent pas suffisamment vers l'autonomie. Il n'y a pas assez de transversalité, il n'y a pas assez de lien avec justement les associations caritatives. Et c'est plus dans la manière de travailler, et c'est aussi pour moi dans la prévention, parce que le non-recours au droit aujourd'hui coûte beaucoup plus cher à la société que le recours au droit et le versement des prestations. D'accord. Donc la protection sociale solidaire, c'est quoi? C'est prélevé sur la feuille de salaire? Peut-être un prélèvement que chacun mettrait dans une caisse commune? Mais en fait, c'est déjà le cas. Quand les charges sur nos salaires permettent de financer l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance vieillesse, c'est déjà le cas. Donc, je ne sais pas s'il faut changer ce système-là. Je pense que c'est surtout la manière de pratiquer l'action sociale qui doit changer. Voilà. On reste sur la ligne du gouvernement Macron, cette fois-ci avec l'événement de mobilisation en faveur des quartiers voulu par le chef de l'État. On a plutôt l'impression que plusieurs ont été laissés sur le bord de la route, que plusieurs élus sont restés sur leur faim. Beaucoup de représentants de quartiers sont ressortis déçus de cette présentation, notamment Driss et Tazaoui. Certains disent qu'Emmanuel Macron a jeté tout simplement le nouveau plan Borloo à la poubelle. C'est quoi le sentiment ? Pas du tout. Je ne partage pas du tout ce point de vue de certains élus. La politique de la ville est aujourd'hui une compétence obligatoire des intercommunalités, des EPCI. On a travaillé sur ce rapport Borloo. J'ai moi-même, comme représentante de la DCF, l'Assemblée des communautés de France, c'est-à-dire l'association des élus des intercommunalités, travaillé avec Borloo entre janvier et mars à raison d'une rencontre une fois tous les 15 jours. Ce qui a été proposé par le président de la République, c'est véritablement un changement de méthode. Et au sein des intercommunalités, nous avons travaillé et nous avons réfléchi à cette méthode. C'est-à-dire comment faire pour que les intercommunalités soient plus investies et soient davantage investies du sujet. Et donc nous avons proposé un pacte avec le gouvernement qui a été validé par le président de la République, par le chef du gouvernement, qui doit être signé, qui a été signé déjà par un grand nombre d'intercommunalités, qui doit être signé par le gouvernement dans les premiers jours de juillet. On est en attente de la date et ce pacte acte véritablement la mobilisation de l'ensemble des politiques. Et une des politiques fortes aussi des intercommunalités, c'est quand même la question du développement économique et de l'emploi, la question du transport, toutes ces politiques-là doivent être mobilisées et donc on propose finalement plus qu'une politique d'exception, une politique d'inclusion. Et c'est le sens de notre pacte. Quasiment un an Jean-Louis Borloo pour après lui dire non. Mais il n'a pas dit non. On n'a pas dit non aux propositions de Jean-Louis Borloo. Oui, peut-être pas à tout, effectivement, mais parce que peut-être que toutes les propositions... Ça coûtait trop cher. Non, ce n'est pas ce que le président de la République dit. Le président de la République, il dit nous devons... Alors, on revient toujours à cette question de l'efficacité des politiques publiques. Voilà, comment travailler pour garantir que ces quartiers sortent des difficultés dans lesquelles ils sont. Et les questions, elles sont très complexes. Aujourd'hui, on a sur ces quartiers une majorité de logements sociaux. Des logements sociaux qui ont été construits il y a longtemps. Il faut savoir que les loyers sont indexés au coût de la construction. Quand ils ont été construits il y a longtemps, ça veut dire que ce sont les endroits où les loyers sont les plus bas. Donc, en fait, tant qu'on n'aura pas non plus travailler sur les politiques de peuplement, sur les politiques de logement, etc., pour avoir davantage de mixité sociale, tant qu'on n'aura pas aussi analysé les cohortes, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui rentrent et quelles sont les personnes qui sortent et quel est leur parcours d'une manière générale, et que l'on pourra du coup vraiment analyser l'efficacité de cette politique, on n'y arrivera pas à proprement parler. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. On va revenir sur un événement régional qui se veut aussi national, voire international, qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps. Le Forum mondial Normandie pour la paix, imaginé par votre collègue et néanmoins maire, François-Xavier Priolo, et porté par la région. Ça a été une réussite, on va dire, sans faire de jeu de mots, une réussite institutionnelle et presque politique. Mais au vu des terroirs et de certaines zones urbaines éloignées, notamment de Caen, on se dit, et maintenant, c'est bien, tout le monde s'est réuni, on fait quoi ? Ça a servi à quoi tout ça ? C'est la première réunion. C'est la première réunion. Alors il y avait eu une forme de préfiguration un peu l'année dernière Voilà, exactement. Là, c'est le premier grand rassemblement. Alors, il y a évidemment tout ce qui s'est vu, les forums, les plénières, les ateliers, etc. Moi, je pense que c'est une réussite politique parce que quand on a Ban Ki-moon à la tribune, c'est nécessairement une réussite politique.
de la vie générale, de tous les participants. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et puis après, il y a tout ce qui ne se voit pas et qui s'est passé en marge. Et donc, le fait d'avoir des ministres des Affaires étrangères, l'ancien secrétaire général de l'ONU, un certain nombre d'acteurs, y compris des ONG, voilà, il s'est dit des choses qui ne peuvent pas être filmées, éventuellement interviewées. Est-ce qu'on prend des décisions dans ce genre de forum ? Absolument. Je pense qu'il y a des décisions. Alors après, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais il y a des décisions qui ont été prises. Et en tout cas, ça permet toujours de se voir, de se rencontrer. Les choses sont plus faciles quand on peut se parler. On va redescendre d'un étage avec un sujet un peu plus terre à terre et proche du citoyen, même si celui de la paix touche tout le monde. C'est le projet de loi agriculture et alimentation qui prévoit que la restauration collective s'approvisionne avec au moins 50% de produits bio et local d'ici 2022. Alors vous, à Louviers, vous avez déjà joué le jeu puisque vous êtes, je crois, à 42% pour la régie de restauration. Pour certains du secteur, on estime que ça coûte cher et qu'on n'est pas assez aidé et épaulé. Alors comment on fait ? On essaye d'abord de tordre le cou aux préjugés, voilà, parce que ça coûte pas forcément plus cher. C'est vraiment une loi très intéressante. Forcément, cette démarche ? L'État peut l'accompagner. Mais elle ne le fait pas. Il n'est pas dit qu'elle ne. Ça dépend comment on conçoit l'accompagnement de l'État. Si on conçoit l'accompagnement de l'État comme étant une manne financière qui pourrait potentiellement nous aider, à tenir ces services publics, je pense qu'effectivement l'État n'accompagnera pas. Si on considère que l'État peut nous apporter de l'ingénierie, l'État le fera. On a quand même des services déconcentrés de l'État. Le développement bio n'a pas certaines limites. À un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Je pense que de toute façon en Normandie, très clairement, on est très 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 loin. On est probablement si ce n'est la région la plus en retard sur le sujet. On a 1% de surface agricole en bio en Normandie, ce qui est dérisoire, quoi. C'est sur vraiment votre territoire aussi. Alors sur notre territoire, sur le territoire Sonère, je ne sais pas exactement, j'ai pas fait les calculs. On a effectivement le pôle d'agriculture biologique des Hauts-Prés qui nous permet quand même de nous approvisionner. Mais par rapport, vous citiez la régie de restauration que je préside. Aujourd'hui, on a du mal, même si on voulait faire plus de bio, on a du mal aujourd'hui à s'approvisionner en bio parce qu'on n'a pas les quantités nécessaires. 42%, c'est bien, c'est une limite. 42%. Alors il faut bien repréciser que c'est 42% de bio et de local. Dont 7% de bio. Voilà, les filières courtes. Ouais. Et la loi Egalim, elle dit 50% de bio et de local, dont 20% au moins de bio. D'accord. Et à l'horizon 2022, c'est dire que c'est demain. Donc, mais il va falloir passer la vitesse supérieure, organiser la filière. Ça va être la responsabilité des collectivités locales, de l'État aussi, qui va peut-être devoir... s'il y a une aide à mettre en place, je pense qu'elle est plus du côté des agriculteurs. Parce que ce qui est compliqué quand on décide de passer en bio, c'est qu'il faut 3 années pour que les terres soient agréées, entre guillemets. Et pendant ces 3 années, il faut pour autant vivre. Et donc, je pense que c'est ça qui est difficile aujourd'hui et qui est un frein à une extension des terres agricoles bio. Donc s'il y a une aide à définir, qui pourrait d'ailleurs être à la fois une aide d'État, mais pourquoi pas renforcée avec un effet levier par les collectivités locales, c'est là que doit se situer le... Voilà. Sinon, il faut tordre le cou au fait que les produits bio coûtent plus cher. Au global, ça ne coûte pas plus cher puisqu'un produit bio, c'est une qualité nutritive bien supérieure à un produit qui n'est pas bio. Et donc, quand on a du bio dans son assiette, on mange mieux. On peut manger un peu moins en quantité. On peut jouer sur les ratios. Mais de toute façon, on mange mieux et donc on est mieux nourri. Et de toute façon, c'est voilà. On pourrait, sans vouloir en fait rentrer dans votre vie privée, mais vous êtes pratiquement une famille test ou pas, vous ? Ah oui, je pense. Enfants, oui. Donc vous voyez au fait à votre échelle ce que c'est possible. Oui, absolument. Okay. Et à coût constant. Et on a développé, je ne sais pas si vous avez vu, on a développé sur le territoire Seineur un défi famille à alimentation positive, qui est une expérimentation qui s'est déjà fait, c'est la première en Normandie, ça s'est déjà fait ailleurs, dans la région lyonnaise et en Bretagne. Et donc l'idée était de rassembler des équipes qui acceptaient d'augmenter la part de bio et de local. D'accord. Évidemment, ils étaient accompagnés, notamment par l'association Bio Normandie. C'est possible dans toutes les couches sociales ? Et c'est possible dans toutes les couches sociales. Et justement, on a eu à cœur de recruter les foyers avec l'appui des CCAS et des centres sociaux pour toucher toutes les origines socioculturelles. Et ça a démontré que oui, on pouvait augmenter la part du bio dans son alimentation sans augmenter son budget. Une signature de contrat de territoire Seine-Eure avec la région a débouché sur une enveloppe, je crois, de près de 22 millions d'euros. Absolument. Ça paraît peu au regard de ce que les élus portent comme ambition sur ce territoire ? Pas du tout.
Non, ça n'est Ça pas... paraît peu par rapport à d'autres territoires. Peu, Vous avez estimé être bien loti? Oui, je pense qu'on est. Alors après, moi, je veux pas rentrer dans cette notion de concurrence entre les territoires, à tout point de vue, ni concurrence marketing territorial, ni concurrence financière. C'est pas constructif. On est aussi une région, et donc on se doit d'être solidaire entre les territoires et entre les EPCI. C'est une belle enveloppe, c'est une belle participation. Vous savez que la capacité financière de l'agglomération Seineur est très importante parce qu'on a un dynamisme économique très important. Les projets que nous portons sont ambitieux. Il couvre l'ensemble des champs de nos compétences, qu'elles soient obligatoires, optionnelles ou facultatives. 22 millions, c'est quoi le dossier le plus loin de important notre... qui va supporter une grosse part de ces 22 millions? Alors là, il y a la patinoire, mais il y a plein d'autres projets. Je pourrais citer la rénovation urbaine, qui n'est pas encore complètement dans le contrat de territoire parce que c'est soumis à la clause de revoyure, mais qui va engager aussi beaucoup de millions. Voilà, il y a plein de... Je peux vous faire dire que les 22 millions vont servir à payer la patinoire. Ah non. Non, effectivement, ne me faites pas dire ça. D'accord. Il n'y a pas que ça. Vous avez justement effectué une visite de chantier pour découvrir ce qu'on appelle les premiers travaux de cette future patinoire de l'agglo Seineur. C'est un outil gigantesque qui coûte, selon certains, énormément d'argent. Est-ce qu'il fallait aussi important et aussi imposant comme infrastructure pour l'agglo? Oui, On n'aurait pas pu voir plus petit? Non. Je pense qu'elle est bien dimensionnée. En fait, ça sort pas Enfin voilà, cette patinoire n'est pas juste une vue de l'esprit des élus de la majorité de l'agglomération Seineur. C'est la seule patinoire du département. Elle va se situer juste à côté de la piscine, qui est un énorme équipement aussi. Donc ça veut dire. Patinoire à Évreux? Non, il n'y a pas de patinoire à Évreux. Voilà. Donc on est la seule patinoire du département. Donc c'est important pour que le sport de glace existe. Elle va se situer, elle sort de terre là juste à côté de la piscine, qui est aussi un gros équipement. Donc on a une vraie cohérence avec un pôle de loisirs, mais qui va aussi permettre d'accueillir des compétitions, de favoriser le sport. Et nous avons travaillé sur ce dossier avec la Fédération française des sports de glace. Donc ça a été conseillé, accompagné. C'est pas juste quelque chose pour nous faire plaisir. Il n'y a pas d'équipe de hockey sur glace à Évreux? À Évreux? Ouais. À Louviers, oui. À Évreux, il n'y a pas de patinoire, mais à Louviers, oui. Ok, donc une équipe pour concurrencer Rouen alors. Voilà, exactement, on l'espère, c'est notre ambition. Très bien. On va parler intempéries. Je sais que c'est un dossier que vous ne maîtrisez pas plus que d'autres, en tout cas moins que certains. Des ouvrages vont être réalisés pour lutter, dit-on, contre les inondations. On sait qu'on a été touché dans le département il y a quelques semaines. Une taxe devrait être payée par les contribuables afin de les financer. Donc le montant n'est pas encore fixé. C'est enfin dans des conditions particulièrement difficiles, disent certains, que va être mise en place la fameuse taxe GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la taxe GEMAPI. Elle a été imposée aux collectivités depuis le 1er janvier de cette année. Les collectivités ont jusqu'au 1er janvier 2019 pour se mettre en conformité. Elle apparaîtra sur la taxe d'habitation et le foncier bâti et non bâti. Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Que les gens vont devoir payer les travaux dus aux inondations? C'est ce que la loi met en place. Donc nous allons avoir l'obligation de la mettre en place. Il n'y aura pas de catastrophe catastrophe naturelle, etc. Une fois que les ouvrages seront faits, alors ça c'est plus compliqué à définir parce que la loi, la nature a ses droits et que donc elle reprend ses droits même quand l'homme a essayé de façonner, de prévenir, etc. C'est vrai qu'il y a un très gros travail à faire en matière de prévention des risques d'inondation. Nous, on avait demandé, au titre de la DCF, on avait demandé une pause législative par rapport à tout ça, parce que c'est vrai qu'elle est compliquée à mettre en place. GEMAPI, c'est compliqué. Ça nécessite une importante coordination entre les collectivités locales qui se partagent les bassins, etc. Et aussi avec les fleuves. Par exemple, nous, notre territoire Seineur, il est traversé par la Seine, par l'Eure, par l'Iton. Enfin, voilà. Et donc, ça va nécessiter une grosse coordination. Et je ne suis pas certaine que pour l'instant, on ait rencontré la maturité de l'ensemble des acteurs locaux sur le sujet. Mais indéniablement, il y a du travail à faire sur ce sujet et je pense que la taxe permettra aux collectivités de mener à bien un certain nombre de travaux. L'une de vos casquettes, et pas des moins absorbantes d'énergie, sans faire de faux jeux de mots, c'est l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat. Pour ceux qui sont un tout petit peu loin de la planète, à quoi ça sert? Comment ça marche?
Alors l'ALEC, c'est une association, loi 1901, qui est en fait un outil de mutualisation de l'ingénierie pour les collectivités locales. Donc vous savez que maintenant avec la loi NOTRe, donc la loi qui a réorganisé, modernisé l'organisation des territoires, le couple qui est consacré sur la question de la transition énergétique, c'est la région et les EPCI, donc les intercommunalités. On a sur notre département de l'Eure des intercommunalités qui sont très rurales, qui n'ont pas forcément l'ingénierie en interne pour penser les plans climat, air, énergie, territoire, pour mettre en œuvre ces plans climat, air, énergie, territoire. Et donc, l'intérêt de cette structure, c'est qu'on peut avoir un conseiller en énergie partagée qui œuvre sur plusieurs collectivités. Donc, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un équivalent temps plein au sein d'une intercommunalité. Donc voilà, c'est ça la plus-value aujourd'hui de l'ALEC, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble de nos structures, de nos intercommunalités vers la transition énergétique. Au niveau du climat et des énergies dites renouvelables, etc., est-ce qu'on a récupéré le retard en Normandie principalement, voire dans le département de l'Eure, sur les filières bois ou sur l'éolien ? Non. On est très très loin des objectifs à atteindre. Mais il faut laisser le temps effectivement aux collectivités locales de se saisir du sujet, de penser la maîtrise de l'énergie et de voir comment il est intéressant qu'elles soient actrices de la production d'énergie renouvelable, ne serait-ce que pour avoir des retombées économiques, parce que tout ce qui touche au développement durable sur les territoires, c'est du bonus pour les territoires, y compris sur le plan économique. Voilà, mais on est loin du compte, il va falloir mettre les bouchées doubles, mais après, une transition énergétique, c'est une transition, donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, il faut que ce soit accompagné. En 30 secondes, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, cet été, pour vous, ça sera sans doute travail, mais avec les enfants, ça sera compliqué, destination bord de mer, montagne, à moins que vous portiez l'adage « bien vivre au quotidien au sein de mon village ». Comment ça va se passer ? Alors, il va y avoir du travail, des périodes de travail, et il y aura bien sûr des vacances familiales que nous passons en général en bord de mer. Voilà, une fois qu'on a posé la voiture, soit on est en bateau, à voile, c'est développement durable, soit à vélo. Ok. Voilà. Anne Terlez, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous pouvez retrouver cet hebdo politique sur notre site podcast son et vidéo, le www.radiosensation.fr. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.